sans trésorerie, on peut pas se projeter, on peut pas avancer sereinement. Et donc moi, c'est aussi pour ça que souvent mes clients qui autofinancent le matériel ou tous leurs gros achats, moi des fois je leur recommande de les refinancer. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Fabien, on te retrouve cette fois-ci pour le second épisode sur la thématique pro. Tu es notre conseiller pro attitré. Merci beaucoup d'être revenu nous donner une seconde fois ton savoir. Cette fois-ci, on va parler des financements. Et tu m'avais dit en plus que c'était ton petit dada, donc cool. Oui, salut Vanessa. Donc on se quitte plus maintenant. Donc là, c'est le deuxième épisode avec moi. Donc comme tu l'as dit, donc on va parler donc des financements pour les sociétés, les professions libérales et les TPE. Ok, ben écoute, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. La première question que j'avais pour toi, c'était quand on est un conseiller, enfin quand on est un client professionnel, comment est-ce qu'on peut aborder la question du financement pour les projets pro? Comment l'aborder? Donc tout d'abord, tout va se jouer dans la préparation. Donc pour aborder donc la question des fameux financements, donc va falloir bien préparer ça, c'est-à-dire en amont, soit contacter son expert comptable pour par exemple avoir un prévisionnel, voir si la structure elle est en capacité de rembourser. Donc voilà, tout d'abord, faut pas hésiter à solliciter l'expert comptable. Après, voilà, donc faut préparer les documents. Donc le conseiller bancaire, il va faire une estimation d'une capacité d'emprunt. Il va avoir besoin soit d'au moins un ou deux bilans, donc des bilans voilà sur 12 mois, ou sinon il va avoir besoin d'un prévisionnel, pour qu'il puisse se projeter sur la rentabilité de la société, sur sa capacité de remboursement. Donc voilà, ça va être. Il faut se préparer en amont, savoir pourquoi on emprunte, si c'est en adéquation avec son activité, euh, maîtriser aussi les durées, parce que selon les types de financement, il y a une durée spécifique. Selon toi, quels sont les principaux types de financement que l'on peut retrouver quand on est pro, par exemple? Quand on est professionnel, donc il va y avoir différents types de financement. Donc les plus classiques, donc ça va être ce qu'on appelle un financement immobilier, c'est-à-dire une société qui va acheter les murs de son activité. Donc pour ce type de financement, la durée du prêt, donc elle va être la plus longue. Donc ça va pas être 25 ans comme un particulier, mais ça va être 15 ans. Et après, en général, pour les professions libérales réglementées, on va pouvoir aller jusqu'à 20 ans en termes de durée de crédit. Donc, si on récapitule bien, quand on parle de financement des murs immobiliers, c'est par exemple, moi, je suis dentiste, j'ai envie d'être propriétaire des murs donc de mon cabinet de dentiste, de la pièce dans laquelle je reçois mes clients. Je vais aller voir mon conseiller pro, je vais monter un dossier de financement pour les murs et en fait, c'est ça que toi, tu vas monter comme prêt en tant que banquier. Et quand tu dis qu'il y a des dérogations pour les professions libérales, c'est particulièrement les médecins, les avocats, les dentistes qui peuvent avoir ce type de dérogation, alors qu'un autre professionnel classique n'aura pas droit d'emprunter jusqu'à 25 ans pour ses murs. C'est bien ce que j'ai compris? C'est ça, pas 25 ans, 20 ans. 20 ans. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout est lié au risque en fait pour les financements. Donc aujourd'hui, une profession libérale réglementée, comme ça peut être huissier de justice, ça peut être avocat, dentiste, infirmière, le risque, il va être moins élevé qu'une société standard. Donc pour ce type de structure, dans la plupart des banques, on peut monter jusqu'à 20 ans.
pour effectuer un financement. Pour les autres sociétés, ça va être 15 ans, mais pareil, sous dérogation, il va être possible d'augmenter la durée, mais ça sera moins simple. D'accord, oui, bah, c'est une dérogation. En général, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Donc, on peut aussi financer avec un prêt pro, donc les matériaux, les travaux. C'est quoi le crédit bail? C'est quoi le crédit bail? Donc oui, on va commencer par le crédit bail ou leasing en fait. Ça va être par exemple financer, on va dire, du matériel. En fait, pendant la durée du crédit, donc c'est la banque qui sera propriétaire du matériel et à la fin du remboursement du prêt, donc pour la dernière mensualité, le client il aura une option d'achat pour devenir propriétaire. Alors qu'un crédit classique, par exemple pour du travaux ou des matériaux, donc, on va faire un crédit moyen long terme. Donc, ça va être une durée entre 3 et 7 ans. Et le client est immédiatement propriétaire du bien. Et après, il rembourse le prêt. Alors que pour du crédit bail, ça va être la banque qui sera propriétaire pendant la durée du prêt. Et à la fin, le client, il aura une option d'achat. Donc, en général, il D'accord. reçoit un courrier recommandé où il précise si oui ou non il veut être propriétaire du matériel. Et en général, pour devenir propriétaire, le montant est fixé à la signature du contrat. Donc, on appelle ça la valeur résiduelle et en moyenne, en général, ce montant représente 1% du montant du bien financé, du matériel financé. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations concernant les crédits. Il y avait juste la notion de crédit bail qui était un peu floue pour moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le crédit bail, c'est un type de financement où le client, quand il fait son crédit, il n'est pas propriétaire du matériel. Ça va être la banque pendant la durée du financement qui est propriétaire. Et c'est à la dernière mensualité, le client, il aura une option d'achat qui représente en général donc, 1% de la facture du matériel. C'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Et donc, s'il la règle, il devient propriétaire du matériel. Après, pour le crédit bail, il y a aussi un autre avantage, c'est qu'on peut faire un premier loyer majoré. Donc, c'est-à-dire, on peut faire un apport pour effectuer le financement. Il est compris entre 5 à 25% de la facture hors taxe, ce qui permet fiscalement que lors de la première année de remboursement, donc on a les mensualités du prêt, plus le premier loyer majoré qui s'ajoute la première année. Donc voilà, fiscalement, pour certains clients, c'est plus judicieux. Et donc, en fait, le crédit bail, c'est un crédit qui nous permet en fait d'acheter quelque chose, mais c'est la banque qui est propriétaire. Et on peut donc faire appel au crédit bail pour une voiture, donc en leasing, ou pour des matériaux que l'on peut déplacer. Et C'est le ça. dernier, d'accord, et le Tous dernier les, avantage. excuse-moi, c'est tous les matériaux qui sont tangibles. Et parfois, pour des clients qui peinent à se faire financer, faire du crédit bail, en fait, ça va rassurer la banque. Parce que techniquement, la banque, pendant la durée du remboursement, elle est propriétaire. Donc, le risque, il est moins élevé. Et l'autre avantage aussi que j'aurais voulu que l'on souligne, parce que je ne suis pas certaine qu'on l'a bien dit, c'est que du coup, comme c'est la banque qui est propriétaire et donc le client qui est locataire, il peut faire passer ce loyer-là en charge, donc le déduire en fait dans sa fiscalité. Et c'est intéressant en fait, c'est plus intéressant pour lui. C'est ça, exactement, tu as tout dit. Puis plus le premier loyer majoré, donc qui permet en fait d'augmenter la charge la première année. Donc le premier loyer majoré, donc c'est un apport entre 5 et 25% de la facture. Ok, franchement, je te remercie, c'est assez clair et c'est intéressant quand on est un pro. Donc ça, c'est les principaux types de financement. Après, en plus, on va avoir par exemple le rachat d'actions, rachat de parts sociales, rachat de fonds de commerce. Donc, voilà, ça va être les financements qui vont être les plus effectués dans les banques pour les clients professionnels. Ah, par exemple, un notaire qui veut acheter des parts dans un nouveau cabinet, il peut faire un prêt pour ça. Exactement, c'est ça. Ok. Ou un rachat d'actions, un associé qui veut racheter les parts de notre associé. Donc voilà, on a différents types de financement. Par exemple, du fait que pour des murs, on va passer par une SCI, pour un rachat de parts, on va passer par une holding, etc. Mais Ensuite, il y avait aussi une autre thématique qui m'intéressait beaucoup pour les pros, c'était les facilités de caisse. Donc, il faut différencier la facilité de caisse
et le découvert. Et du coup, pour les clients professionnels, on parle plus souvent de facilité de caisse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et dans quelles conditions un client pro peut la demander et l'avoir, ou pourquoi on lui dirait non? Donc, une facilité de caisse, donc ça va être comme à titre particulier, on va dire une autorisation de découvert. Donc, nous, les conseillers bancaires pour les clients pro, donc au maximum, en termes de montant, on va pouvoir mettre 15 jours de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le montant maximum qu'on peut mettre. Donc une facilité de caisse, donc c'est une souplesse de trésorerie. Donc, en général, pour la mettre en place, on va quand même, on ne pourra pas l'ouvrir pour une création ou dès le début, sauf cas exceptionnel. Quand je dis cas exceptionnel, donc ça va être un client, ça va être un professionnel qui va être payé en décalé par ses clients. Sinon, c'est pas vraiment justifié. Parce qu'au démarrage, normalement, doit être l'apport qui doit subvenir aux besoins de trésorerie de la société. Donc, en général, on va demander un premier bilan pour que nous, on ait une visibilité sur le fonctionnement de la société et pouvoir ajuster au mieux donc, la facilité de caisse. Et la différence avec un découvert, c'est que un découvert, non, ce n'est pas une autorisation de découvert. C'est comme une ligne de financement. C'est-à-dire, on va signer un découvert pour une durée qui va être définie. Donc, ça peut être, en général, ça va être 12 mois. Donc, imaginons le cas d'un client qui prend un découvert de 5 000 euros pendant 12 mois. Donc, il pourra être en découvert pendant 12 mois. Il aura des frais, donc ce sera par rapport à un pourcentage donc, qui sera défini avec la banque. Et c'est comme une ligne de financement. Il prête par exemple, à moins 4 000 euros pendant 11 mois. Mais à la fin du découvert, par contre, il devra repasser créditeur. Alors qu'une facilité de caisse, il faut qu'au moins on repasse une fois créditeur dans le mois. Sinon, c'est utilisé trop de manière abusive, en fait, le conseiller, il peut choisir de soit la diminuer progressivement, ou soit de l'enlever, en cas d'abus, bien sûr. Donc, c'est ça les deux petites nuances entre la facilité de caisse et le découvert. La facilité de caisse, ça va vraiment être une problématique ponctuelle, alors que le découvert, ça va être plus pour les clients qui font un certain chiffre d'affaires. Donc, ils vont se dire que voilà, je vais prendre un découvert au cas où et je le garde, je le signe pour un an, comme ça, voilà. Si en cas de besoin, voilà, je vais l'avoir. Ok, bah moi ça me permet de rebondir sur cela, ça me permet de rebondir sur cette thématique en disant que déjà à titre particulier c'est important de faire attention à ses comptes, de toujours être créditeur et d'éviter d'être débiteur, mais quand on est un client professionnel c'est encore plus important d'être vigilant parce que du coup on peut réduire ta facilité de caisse ou c'est déjà plus difficile de l'avoir et ça peut sauter rapidement. Et le découvert, ça en sera encore plus compliqué de le mettre en place que pour un client particulier parce que les montants sont aussi plus importants. 4 000 euros de découvert, c'est pour une société. Je pense que c'est un montant qui n'est pas trop important, alors que 4 000 euros de découvert pour un particulier, c'est quand même un gros montant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il faut pas, il faut pas faire de trop gros découvertes privées. Et surtout que la trésorerie, faut se le rappeler, c'est la survie de la société à l'instant T. Sans trésorerie, on peut pas se projeter, on peut pas avancer sereinement. Et donc, moi, c'est aussi pour ça que souvent, mes clients qui autofinancent le matériel ou tous leurs gros achats, moi, des fois, je leur recommande de les refinancer. Parce que voilà, aussi une dernière chose que j'ai oublié de préciser, c'est que imaginons que demain tu finances des travaux, du matériel à titre professionnel avec ton cash, avec ta trésorerie. Nous nous les banquiers, on peut te refinancer jusqu'à 6 mois. 6 mois après, on peut faire un refinancement de ce que tu as financé via ta société. Et moi, par rapport à ça, je recommande vu que les taux ils sont toujours attractifs, que si on peut, il faut essayer de se faire financer. Parce que la trésorerie, c'est vraiment la survie de la société à l'instant T. Ça nous permet d'investir, de se projeter, de se développer, et que le jour où on peut avoir des problématiques avec un fournisseur qui arrête de travailler ou des problèmes liés à son secteur, et c'est la trésorerie qui nous permet de continuer l'activité.
Ouais, c'est super intéressant parce que, en fait, tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête, dans le sens où même si tu fais un crédit conso, finalement, les intérêts, tu peux les déduire de tes charges. Donc, c'est plus intéressant, en fait, finalement. Ça me fait penser à mes propres opérations. Tu vois, j'ai financé un PC. Bon, après, c'était pas des gros montants, hein. J'ai acheté un PC 3 000 euros. Je me dis, bon, bah, finalement, j'aurais pu demander à mon CC Pro Ah de bah oui, financer mon... parce que tous les frais liés au financement passent en charge. Donc ça veut dire l'assurance, les intérêts du prêt. Donc ça passe en charge. Donc ça a un impact fiscal, même s'il est minime, mais ça a un impact fiscal parce que ça augmente les charges. Et ça permet que toi, tu aies 3 000 euros en plus sur ton compte pour faire d'autres opérations. Si, voilà, si demain il y a un imprévu ou des pépins, et ben, t'as ce cash en plus. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients, par exemple, qui ont voilà, une trésorerie importante. Donc, ils vont se dire logiquement, il vaut mieux tout autofinancer. Après, c'est une bonne logique parce que ça fait moins de charges. Mais moi, en tant que conseiller, je vais toujours leur recommander après pas se faire financer 100%, se faire financer rien que 50%. Comme ça fait que faut toujours garder son cash. Bah, c'est comme en immobilier. En immobilier, voilà, vaut mieux se faire financer, même si on a même si on a la trésorerie ou le cash, parce que voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Voilà, ça, c'est une de mes recommandations que j'explique souvent à mes clients. Ok, bah écoute, c'est assez intéressant. Moi, j'avais une dernière question, c'était concernant les placements des professionnels. Si par exemple, tu as beaucoup de trésor sur tes comptes et tu as beaucoup de cash, comment est-ce que tu peux placer ton argent plutôt que de le laisser sur un compte courant professionnel où ça va rien rapporter? Ah oui, mais ça, il faut surtout dès qu'on a de la trésorerie, il faut tout de suite placer parce qu'en fait, pour les clients qui ont des montants importants, ils peuvent par exemple mettre l'argent sur un compte interne. Donc un compte interne, ça va être un compte où l'argent va être bloqué pour une période définie. Donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire 12 mois. Après, le taux, ça peut être entre 2 à 3% brut. Et l'intérêt, c'est que au lieu de laisser l'argent sur un compte courant qui ne rapporte rien, on va le placer. Puis, par exemple, ça peut permettre de rembourser une partie des frais. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est le produit classique. Après, il y a d'autres banques qui vont permettre d'ouvrir des comptes titres. Vous pouvez placer votre argent sur des actions, sur des OPC, sur des obligations. Mais après, ça, c'est vraiment du cas par cas et selon les banques. Mais pour moi, faut laisser un minimum d'argent, bien sûr, toujours sur le compte courant. Mais voilà, dès qu'on a un montant important, il faut essayer de le replacer pour gagner des intérêts. Ok. Ben écoute, je te remercie. Moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses pour les pros concernant les financements? Concernant les financements, je dirais que malheureusement, donc aujourd'hui, les taux, ils ont fortement augmenté. Donc, il y a un an, un taux supérieur à 2%, c'était étrange. Et aujourd'hui, en 12 mois, on est passé entre 4 et 5, voire 5%. Et malheureusement, ça risque de continuer à augmenter. Après, il faut se dire on a été dans une période où on avait des taux qui étaient anormalement bas. Certains ont pu en profiter, d'autres non, mais qu'il faut pas se dire que faut attendre. Si je veux financer des murs pour mon activité, faut pas se dire que je vais attendre que peut-être que les taux baissent, que la situation change. Non, faut faire le projet s'il est en adéquation à nos besoins. Faut pas penser au taux. Ça, c'est un détail. Et aussi, on n'a pas parlé de ce sujet, les fameux courtiers. Par rapport à ça, moi, mon conseil, ce serait d'abord de toujours voir son conseiller pro pour avoir son ressenti, voir s'il est réactif, programmer un rendez-vous physique, pas, pas juste faire un mail ou rendez-vous téléphonique. Non, faut se déplacer pour clarifier les choses, demander des deadlines. Et selon son ressenti, selon ce que nous dit le conseiller professionnel, voilà, si on voit qu'il est réactif, que pour lui le dossier passera, il n'est pas nécessaire pour moi de voir un courtier. Mais si c'est un nouveau conseiller, qu'il est pas réactif, qu'il n'est pas clair, oui, il peut être intéressant de voir un courtier parce que les courtiers, ils vont avoir un réseau.
Ils vont vous dire eux aussi tout de suite si le dossier il est finançable ou pas, parce qu'ils sont financés qu'au moment où vous avez un prêt avec une personne de leur réseau. Donc ça peut être intéressant. Après c'est du cas par cas et dites-vous qu'en général il n'y a pas vraiment des grosses différences. Donc oui, par rapport aux intérêts, le taux en professionnel il a moins d'impact qu'à titre privé, parce que vous savez bien que voilà, tout ce qui est lié au projet, donc les intérêts passeront en charge. Donc voilà, faut vraiment faire les calculs sur la durée. Si sur la durée, si c'est un prêt pour 5 ans, des fois la différence elle n'est pas si intéressante que ça. Après, pour des murs où ça va être 15 ou 20 ans, oui, là c'est intéressant de voir un courtier, parce que sur la durée, ça peut être des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en termes de différence. Et après aussi par rapport au courtier, une chose qu'on n'a pas précisé, c'est par exemple pour un financement de mur. En général, vous aurez toujours besoin, par rapport aux conditions suspensives, si malheureusement vous n'arrivez pas à vous faire financer, vous aurez besoin d'avoir 2 refus de banque. Donc, lorsque vous avez un projet comme ça, il est important de directement aller voir 2 banques, pas aller voir que sa seule banque, aller voir une autre banque pour se protéger. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si le conseiller il est en vacances, voilà, s'il n'est pas réactif, c'est trop dangereux d'avoir qu'un seul intermédiaire, tout en sachant que les conditions suspensives en moyenne c'est 2 mois. Donc voilà, 2 mois ça peut passer très vite. Donc moi je recommande de voir 2 banques ou de voir un courtier en plus euh, de sa banque. Si on sent que voilà que le courtier ne nous a pas rassuré, voilà pour lui que le dossier va être compliqué, faut se protéger. Faut préparer en amont tous les documents, parce que les documents, c'est toujours les mêmes, on peut le retrouver sur Internet. Il faut le bilan, les relevés imprévisionnels, le statut, le cabis à jour, l'apport pour le projet. Voilà, faut tout préparer en amont, comme ça facilite l'analyse du conseiller. Et plus on va avoir d'éléments, plus ça sera simple pour lui d'avoir rapidement un retour. Donc voilà, ça va être ça les éléments en général pour réussir à se faire financer. Et l'autre point aussi que je voulais rajouter, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que les professionnels, ils n'ont pas la notion de taux d'usure. Oui, c'est un avantage parce que là, les particuliers sont impactés par rapport à ça. Des fois, ils sont finançables, mais vu que ça dépasse le taux d'usure, et ben, ils sont bloqués. En pro, il n'y a pas de taux d'usure. Ok, bah écoute, moi j'ai l'impression qu'on a quand même bien fait le tour d'une initiation au financement pour nos auditrices et auditeurs, parce que j'ai de plus en plus d'hommes qui m'écoutent. Je te remercie, Fabien. Franchement, c'est génial, c'est adorable. Je tiens vraiment à te dire un grand merci parce qu'avant de t'avoir en face de moi, j'ai contacté plus d'une dizaine de conseillers pro. Aucun n'a même pris la peine de me répondre pour me dire non merci. Ils n'ont même pas voulu répondre non merci, ils m'ont juste jamais répondu. Donc, toi, non seulement tu m'as répondu, tu m'as dit oui, tu as accepté de revenir 2 fois, on a enregistré 2 fois. Et donc, c'est beaucoup de générosité, j'ai beaucoup de chance, mes auditrices et auditeurs aussi. Donc, on te remercie tous ensemble grandement. Voilà. Non, mais c'est avec plaisir. Hein. Ta démarche, ton site et tes podcasts, c'est très, très intéressant pour toutes les personnes qui sont dans ce domaine ou qui sont curieux. Donc, moi, quand j'ai vu ton message, voilà, j'ai pas réfléchi, j'ai accepté tout de suite. Hein. Voilà, je suis très content donc d'avoir fait ça avec toi. Et puis surtout, si tu as des personnes de ta communauté qui ont des questions ou des besoins, voilà, moi je suis en Île-de-France, donc surtout, qu'ils n'hésitent pas à passer par toi. Puis moi, je peux voir ce que je peux faire pour eux. Avec un grand, grand, grand plaisir, en espérant que je vais t'envoyer des auditeurs et des auditrices professionnels avec qui tu pourras faire du bon business parce que c'est ça qui est, c'est ça qui est important. Ouais, c'est plus important. Comme je dis souvent, c'est toujours gagnant-gagnant. Exactement. Ben, écoute, à plus tard et merci encore. Ouais, au plaisir. Très bonne fin de soirée. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast.
Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.